Et merci d'être fidèle à ce rendez-vous chaque vendredi, l'essentiel de l'actualité de la semaine, sous le regard d'éditorialistes, de journalistes. Cette semaine, c'est Antoine-Marie Isoard qui va nous rejoindre dans quelques instants, directeur de la rédaction de Famille Chrétienne. Yves Mamou, ancien journaliste au Monde, essayiste. Bonjour Yves. Bonjour. Frédéric Ponce, grand reporter, spécialiste des questions militaires, essayiste également. Bonjour Frédéric. Bonjour Louis. Alors merci à tous les deux d'avoir accepté, pour l'instant tous les deux, puisque Antoine-Marie va nous rejoindre dans un instant. Ce que j'ai sélectionné cette semaine, c'est bien sûr l'expression d'Emmanuel Macron, regarder la mort en face. Il a esquissé son projet de loi sur la fin de vie, salué par les partisans d'une aide active à mourir, mais dénoncé, craint par les soignants qui s'étaient déjà mobilisés au travers d'une pétition dont on s'était fait l'écho. Alors ça, on va se réserver ce sujet-là quand Antoine-Marie sera des nôtres. Je vous propose de commencer par un autre sujet qui inquiète énormément l'opinion. Après la mort en face, on pourrait dire c'est la mort aux trousses. Emmanuel Macron, dans une interview télévisée, se dit prêt à répondre à l'escalade russe. Et la question, c'est évidemment jusqu'où, sachant que du côté des autorités européennes, eh bien Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne, ou du moins ce qui sert de diplomatie européenne, parce que c'est quand même compliqué d'en parler comme tel, a dit que l'issue de la guerre en Ukraine pourrait se jouer dans les mois à venir. Il exhorte les alliés occidentaux à renforcer leur aide à Kiev. Il l'a dit lors d'une visite à Washington. Frédéric Ponce, on va commencer avec vous. Quand on dit jusqu'où l'escalade, que répondez-vous ? Eh bien, que je ne sais pas, parce qu'on attendait un peu Emmanuel Macron sur ce sujet-là, précis, et évidemment, on ne l'a pas eu. On a eu hier soir, dans cette interview, beaucoup de pédagogie, où il fallait que le président revienne sur les quelques jours passés là, avec des polémiques sur les troupes au sol, les troupes françaises au sol. Il a essayé d'expliquer. Donc, apparemment, il n'y aura pas de troupes françaises au sol, mais il est prêt à faire plus si l'Europe décide de faire plus. Donc, il s'est déjugé, estimez-vous ? Il ne s'est pas déjugé. Il est allé un peu plus loin en cultivant ce qu'il a appelé l'ambiguïté stratégique, ce qui est de bonne guerre, si on peut dire. C'est-à-dire il ne faut pas donner non plus à l'adversaire, comme il dit. La Russie n'est pas un ennemi, pour l'instant c'est un adversaire. Il ne faut pas donner à l'adversaire trop de clarté sur nos intentions et nos capacités. Donc il a expliqué tout ça. Et en même temps, il a fait aussi de la communication à l'usage interne, dans le cadre de la politique intérieure française. Les débats autour de ceux qui se sont abstenus, le Rassemblement national, et ceux qui ont voté contre, la gauche communiste et mélenchoniste, pour le soutien à l'Ukraine. Pédagogie, communication aussi à l'égard de l'Europe, puisqu'il est isolé, la France est isolée, on va y revenir en Europe. Et aujourd'hui, il rencontre le chancelier allemand et le Premier ministre polonais. Le 20-21 mars, il y aura un sommet européen, donc il prépare le terrain du côté de l'Europe. Mais quand on a écouté attentivement tout ce qu'il a pu dire, clairement, on réaffirme le soutien à l'Ukraine, clairement, on va en faire plus, on va mettre un peu plus d'argent et de moyens militaires, et clairement, pour l'instant, on ne met pas de troupes françaises au sol. Mais le président a bien dit que toutes les options sont ouvertes, et c'est là où on reste un peu dans le flou. Alors Yves Mamou, justement, toutes les options sont ouvertes. Escalade, quelle réponse faites-vous à Frédéric Ducot ? Je partage bien sûr les interrogations de Frédéric, et je suis très dubitatif et perplexe depuis le début de cette guerre, qui a commencé il y a presque 2 ans maintenant, hein. C'est que j'ai l'impression, et hier soir c'était assez flagrant me semble-t-il, qu'on a assisté à la construction d'un ennemi héréditaire qui est la Russie, héritier de l'Empire soviétique, etc. Et que donc tout est fait pour... On ne parle pas de paix, quoi. Je veux dire, on refuse même d'élaborer la dimension pacifique, de dire quelle solution on pourrait trouver. Jamais cette possibilité n'est abordée. Et donc, enfin, très rarement... Elle l'est par le pape François. Oui, c'est vrai. Emmanuel Macron l'a abordé. Il a dit que ceux qui parlent de paix maintenant sont ceux qui préparent la défaite. C'est-à-dire, pour lui, la paix ne pourra venir que si la Russie est battue. Et c'est ce que j'appelle un discours belliqueux. Oui, belliqueux, mais on a parlé de paix. La paix, pour l'instant, n'est pas possible pour lui. Pour lui. Mais alors que Israël, justement, la question a été abordée pendant le débat d'hier soir, la guerre que le Hamas a menée contre Israël et la riposte qu'Israël fait au Hamas, là, c'est la paix tout de suite. C'est le cessez-le-feu. Alors que le cessez-le-feu, dans cette occasion, c'est un aveu de défaite. Parce que le Hamas garde, même s'il a été mutilé dans ses potentialités militaires, il garde quand même un certain nombre de divisions qui sont opérationnelles. Et donc, il se retrouverait restauré dans sa position de chef de guerre à Gaza. Alors que,
d'un côté, on préconise la défaite d'Israël qui a été agressée comme l'Ukraine, et de l'autre côté, on dit mais non, pas de paix. Alors, c'est un discours que je ne comprends pas. Voilà. Et je me dis, on essaye, le gouvernement, les Occidentaux, peut-être se trompent-ils d'ennemis, peut-être depuis le début. Je veux dire, est-ce que l'Occident chrétien a des ennemis ? Moi, je pense qu'il y en a deux. C'est que l'islam et le Parti communiste de Chine sont les ennemis réels de l'Occident, et qu'il y a un vrai déni sur ces deux ennemis. L'islam au sens large, au sens générique. Oui, l'islamisme et l'islam au sens large, et notamment le régime iranien, qui est quand même le principal sponsor du terrorisme islamique dans le monde aujourd'hui. C'est une partie de ce monde islamique. Oui, c'est ça. Et donc, tout le monde est dans l'apaisement par rapport à l'islam, tout le monde est dans l'apaisement par rapport à la Chine communiste, parce que les intérêts des multinationales qui sont très puissants en Occident, je veux dire, n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait une situation un peu ferme et un peu guerrière par rapport à l'islam, puisqu'on fait venir par millions des travailleurs immigrés. Oui, mais il y a un embargo contre l'Iran. Écoutez, donc on pourrait dire que ça se... Il n'y a pas d'embargo contre l'Iran, parce que Joe Biden s'évertue à faire sauter toutes les... Je veux dire, si on prend les ventes pétrolières de l'Iran, qui étaient tombées à 400 000 barils le jour, et sous Donald Trump, elles sont aujourd'hui à 3 millions de barils le jour. Donc ça veut dire qu'on a restauré la capacité financière de l'Iran. Et récemment encore, au cours de ces 6 derniers mois, Joe Biden a fait cadeau, a débloqué plusieurs dizaines de milliards de dollars qui étaient bloqués dans les banques en Corée ou même en Irak, et qui ont été retournés à l'Iran. Donc, alors que parallèlement, on veut bloquer les avoirs russes, etc. C'est ça. Donc c'est pour ça que je me dis... C'est votre rhétorique. Oui, il y a une vraie disproportion et peut-être mal avisée. Le fameux un poids, deux mesures. Moi, ce qui me frappe dans le discours d'Emmanuel Macron, depuis quelques jours, quelques semaines déjà, c'est cette incroyable volte-face à l'égard de la Russie. Au début, en 2017 et jusqu'à 2022, pratiquement, la France avait une position d'équilibre qu'on pourrait qualifier, même si le mot est un peu galvaudé, de gaullienne. La France cherchait à conserver, tout en soutenant l'Ukraine, en dénonçant l'agression russe, la France cherchait à maintenir des passerelles ouvertes pour le moment où la paix serait possible. Donc il y avait une position assez réaliste, souverainiste, par rapport notamment à l'OTAN et aux intérêts américains qui nous pressaient d'intervenir en soutien de l'Ukraine contre la Russie. Cette position-là, Emmanuel Macron a été un des rares responsables européens à la soutenir. Et là, on a pris depuis quelques semaines on a fait une volte-face assez incroyable qui dénote pour moi l'absence de vision stratégique, de continuité stratégique. Comment expliquez-vous cette volte-face déjà, Frédéric ? Alors, c'est très difficile. Alors, il y a des raisons psychologiques, peut-être, des raisons politiques et aussi géopolitiques au regard des États-Unis. Les raisons psychologiques, c'est que Emmanuel Macron est d'une plasticité intellectuelle exceptionnelle, ce qui lui a permis d'arriver à ce poste-là. Vous voulez dire. Je n'ai pas prononcé le mot. Non, plasticité. Il s'adapte à tout et sans toujours de logique évidente ou apparente. Et par les mots, par la communication, il justifie tout avec l'idée, l'impression que les mots tiennent lieu de politique. Il y a ça. Il y a aussi le fait que, effectivement, la guerre s'est durcie entre la Russie et l'Ukraine. On a cru à un moment que l'Ukraine allait, en 2023 là, et début 2024, que l'Ukraine allait réussir à repousser la Russie, cette fameuse contre-offensive. Et donc, on s'est dit, c'est le moment de jouer notre jeu, de lancer nos billes en soutien à l'Ukraine contre la Russie. Il y a aussi, d'un point de vue plus géopolitique, l'idée que la France ne voulait pas se couper de l'Europe qui, jusqu'à maintenant, majoritairement est favorable et en soutien de l'Ukraine, même si ce soutien n'est pas toujours aussi conséquent dans les faits. Il est conséquent dans les paroles, dans les discours, dans les faits, pas vraiment. Donc, Macron a voulu se porter en porte-flambeau de la liberté européenne en faveur de l'Ukraine contre la Russie. Donc, il a une croisade, si vous voulez, à mener. Tous les échecs en politique étrangère qu'il a subis, je pense à l'Afrique notamment,
eh bien, il cherche à les effacer, à les diluer, à les compenser. À se rattraper un peu. À se rattraper par un succès en Europe aux côtés de l'Ukraine. Et puis aussi, il y a l'alliance américaine. Macron a décidé, peut-être en abandonnant cette posture gaullienne d'équilibre, de ligne de crête, a décidé de jouer à fond la carte de l'OTAN et la carte de l'Amérique dans cette affaire-là. Et là, il n'y a pas de demi-mesure. On est pour ou contre l'Amérique. Et du coup, en étant pour, en soutien total du plan otanien de prise de contrôle de l'Ukraine, eh bien, on a perdu notre autonomie, on a perdu notre ligne stratégique qui était celle du juste milieu et d'un pays faiseur de paix. Yves Mamou. Oui, je suis assez d'accord. Moi, je me demande aussi si on ne peut pas rajouter qu'il y a peut-être une opération de politique intérieure dans cette affaire, bien sûr, oui. Qui est de faire passer le RN et Reconquête comme des ennemis de la démocratie, etc., des poutinistes, etc. C'est une hypothèse. C'était assez bien vu comme coup politique. Oui, tout à fait. C'est bien joué. C'est bien joué, mais est-ce que ça vaut le coup de faire une interview dramatique à la télévision destinée à inquiéter la population française sur nous sommes en guerre et notre système est menacé, etc. Ça me paraît un peu disproportionné. Enfin, je veux dire, le recours à la menace extérieure pour régler un petit coup politique me paraît dangereusement déséquilibré. Il y a une certaine forme de cynisme, malgré tout, dans cette dramatisation au sujet de l'Ukraine, c'est que effectivement il y a les échecs diplomatiques et militaires français d'une certaine façon, dont j'ai parlé en Afrique notamment. On s'est fait mettre dehors d'à peu près partout, et aujourd'hui le seul pays qui nous accepte au Sahel, c'est le Tchad. Le Tchad, c'est pire que le régime poutinien. Le président parle du régime du Kremlin avec beaucoup de mépris, mais le Tchad, qu'est-ce que c'est? Ce pays dans lequel nous sommes. Nous allons congratuler le président Déby, qui est le fils de son père, c'est une famille qui règne de façon autocratique depuis plus de 30 ans. Et ça ne nous dérange pas. Donc, sur le plan moral, c'est un peu délicat. Et puis, les échecs diplomatiques et les échecs aussi en politique intérieure. Beaucoup de choses ont échappé, là, depuis 2017 entre les mains du président Macron. Il y a eu jusqu'à ces derniers temps, on ne va pas refaire cette histoire sociale de la France, mais les paysans, il y a l'endettement colossal de notre pays, les milliards d'économies qu'il faut trouver et qu'on ne trouve pas. Et il y a, je pense, comme une fuite en avant sur le dossier ukrainien. On en rajoute, on dramatise, comme dit Yves justement, et tout cela ça pour sert à masquer, préparer en fait, peut-être une économie de guerre qui permettra de faire ces économies qui vont être très douloureuses et de réinjecter des impôts, alors qu'on avait dit qu'il n'y aurait plus d'impôts chez nous. Alors là, justement, c'est là qu'on croise politique extérieure et politique intérieure. Ça serait l'intention présidentielle, à votre avis? Je ne sais pas si c'est l'intention. À la rigueur, si ça me conviendrait si c'était ça. Se servir de la guerre pour faire des économies. Mais je pense que oui, mais en même temps, ça voudrait dire aussi qu'on va tailler dans les budgets sociaux et que les milliards... Inévitablement. Les milliards qu'on distribue aux migrants, qu'on fait venir par demi-million chaque année, mériteraient aussi un petit coup de serpe dans ces budgets-là, parce que c'est insensé de faire venir des gens qu'on subventionne pour qu'ils viennent consommer. Et c'est comme l'expliquait le professeur Pierre Vermeuren, c'est pas une migration de travail qu'on fait venir, mais c'est une migration de consommation. Ce sont des gens qui viennent permettre au chiffre d'affaires des multinationales françaises de continuer à prospérer dans la distribution, dans les télécoms, etc. Et donc, parce qu'ils ont du pouvoir d'achat? Non, on leur donne du pouvoir d'achat. C'est-à-dire qu'on prend de l'argent dans nos poches avec nos impôts et on les subventionne à coup d'allocations diverses, logements, en parents isolés, etc., etc. Et ça leur permet de consommer, de faire vivre la machine économique française, puisque, je vous l'avais peut-être remarqué, on en parlera peut-être tout à l'heure, la population française, sans l'immigration, régresserait. Donc, c'est un coût. Je veux dire, au lieu que le gouvernement dise les gens font moins d'enfants, il faut s'adapter, et l'appareil économique doit s'adapter à une démographie qui ne sera plus ce qu'elle a été, en tout cas pour les 40 prochaines années, eh bien, on fait venir des migrants pour continuer de faire tourner la machine économique. Et ça, je trouve ça, c'est une espèce de course en avant qui me paraît extrêmement dangereuse. Et ça vous paraît contradictoire avec le fait de passer en une économie de guerre? Non, justement, la vraie question, c'est que ça permettra de passer en économie de guerre, ça veut dire tailler dans les budgets, et donc dans les budgets sociaux qu'on va... Ah oui, mais si vous taillez dans les budgets sociaux, vous ne financez plus les migrations, la migration de consommation. Une bonne chose. Du coup, je regarderais ça avec plutôt une manière positive. Sauf qu'il y a des tabous dans notre société politique. Les tabous, c'est on ne touche pas à l'immigration. Enfin, jusqu'à maintenant,
on a des mesurettes qui sont un peu cosmétiques, mais on ne s'attaque pas au fond du problème. Cette économie de guerre dont on parle, elle se situe dans un pays, ou elle va prendre place dans un pays qui a déjà 3 000 milliards d'euros de dette. Comment fait-on pour soutenir un effort de guerre qui est demandé, puisqu'il est chiffré, jusqu'à 3 milliards d'euros vont être donnés à l'Ukraine cette année. Au total, depuis 2020... Par la France. Par la France, la seule France, oui. Au total, on va être à 6, 7, 8 milliards d'euros. C'est sous quelle forme, Frédéric, ces 3 milliards ? Alors, il y a de l'aide à la formation militaire. On va former des artilleurs, des officiers, des chasseurs alpins. La formation militaire. Il y a de l'aide aussi humanitaire qui est comprise dans ces 3 milliards. Et puis, le gros du paquet, on peut dire, c'est la moitié ou les 2/3 de cette somme. Ce sont des livraisons d'armement. On a appris hier soir... et là, je me mets à la place des militaires que je connais un peu. Ils ont dû vraiment tiquer que le président dit « Nous sommes en train de fabriquer 76 canons César et nous allons les donner ou les vendre à l'Ukraine. » Au moment où notre artillerie est à l'os, on n'a plus rien puisqu'on a déjà donné ces fameux canons César qui sont excellents, que tout le monde nous réclame. Mais là, on est en train d'en fabriquer, donc cet effort de guerre est destiné à aider la machine de guerre ukrainienne. Ces milliards que nous allons donner, que nous avons déjà donnés, que nous allons continuer à donner, le président a dit sur 10 ans, il ne sera plus là dans quelques années, mais ce sont des milliards qui vont manquer précisément à nos budgets sociaux, qui vont manquer à notre éducation nationale, qui vont manquer à une véritable politique de natalité qu'il faudrait enfin mettre en place. Sur laquelle s'était engagé Emmanuel Macron, oui, d'ailleurs, début mais janvier. Tout ça demande du courage, tout ça demande de la continuité, au-delà des discours et de la communication. On n'y est pas, malheureusement. Juste sur le point de l'état d'esprit des militaires aujourd'hui, des gradés de l'armée, Frédéric Pons, qu'est-ce qu'ils disent au chef de l'État ? Est-ce qu'ils se manifestent auprès du chef de l'État ? Oui, en permanence, puisque dans cette ambiance un peu de guerre, les militaires ont une place très importante. Les militaires sont prêts à servir. Ça, c'est le point numéro 1. Pour servir, ils présentent aux politiques tous les scénarios possibles, du plus léger au plus dégradé. Ça peut aller même jusqu'à la guerre nucléaire. Et oui, parce que les militaires sont payés pour fournir aux politiques, qui décident in fine, tous les moyens d'utiliser l'outil militaire que nous avons en fonction des circonstances de l'agression de l'adversaire qui pourra devenir un ennemi. Et notamment l'hypothèse de troupes au sol, de simples conseillers ou de bataillons d'interposition sur tel ou tel point clé du terrain, de troupes françaises sur le terrain, tout ça a été mis en place. Mais l'armée française, c'est 15 000 hommes, Frédéric Pons, hein ? Non, c'est un peu plus, et en disant une force combattante de 80 000 hommes. Opérationnel, il y en a, moins quand même. Oui, 80 000 hommes. Mais 80 000 hommes, on tient quoi ? On tient 80 km de front. Et on résiste, ou on combat pendant une semaine à 12 jours. On en est là. Mais les militaires disent ça au président. Attention, nos capacités ont été dégradées pendant 20-25 ans. Et vous, monsieur le président, vous n'êtes pas seul responsable. Vous avez augmenté les crédits, la loi de programmation, mais c'est du rattrapage. Et ces crédits supplémentaires qui ont été votés depuis 2017, c'est très bien, mais ça suffit juste à peine à rattraper le retard. C'est-à-dire, on ne recomplète pas réellement notre outil militaire et on n'est pas encore, ça va venir peut-être, on n'est pas encore en train de l'adapter à une guerre de haute intensité qui est une préoccupation de tous les états-majors. Ça, c'est ce que disent les militaires au chef de l'État, qui devra aviser. Oui. Puis, vous savez, les militaires qui voient qu'une partie de leur matériel sont retirés pour être donnés à l'Ukraine, ils obéissent, mais en même temps, ils regrettent qu'on n'en ait pas plus parce que eux, pendant ce temps-là, leur entraînement se dégrade. Moins de canons, moins de blindés, on manœuvre moins. Yves Mamou, je voulais revenir sur le drapeau blanc qu'a suggéré que le pape François, dont a parlé le pape François. Vous savez qu'il a dit il est temps de hisser le drapeau blanc, et ça a été très mal pris par les autorités ukrainiennes qui ont considéré que c'était une sorte d'appel à la reddition. Le Vatican a précisé la pensée du pape en disant que non, c'est le moment de négocier, mais ce qui semblait indiquer que l'Ukraine était quand même mal partie, mal engagée dans ce conflit. Ça a été interprété comme tel et l'Ukraine a répondu, en tout cas les autorités ukrainiennes ont répondu, notre drapeau n'est pas blanc, il est jaune et il est bleu. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je comprends la réaction du président Zelensky, mais en même temps, je comprends aussi la position du pape François, parce que après 2 ans de guerre et qui est devenu une guerre de position, au fond, je veux dire, il y a 2 armées qui sont face à face et il n'y a rien de vraiment décisif qui apparaît. Ce serait bien qu'on imagine des scénarios un peu différents, que toujours alimenter la machine de guerre de l'un contre la machine de guerre de l'autre. Il me semble que il m'a semblé comprendre que Vladimir Poutine pouvait être intéressé par des propositions qu'on lui ferait. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Des déclarations qu'il a faites lui-même, disant je suis ouvert à toute possibilité de discussion, etc. Donc pourquoi ne pas en profiter ? Mais voilà. Donc moi, je vous dis, je suis très perplexe sur sur ce bellicisme européen et occidentale sur la Russie, parce que j'ai l'impression qu'on essaye de construire un ennemi qui n'a pas lieu d'être, parce que, je veux dire, les Français ne se sentent pas menacés directement par Poutine, et ils ont raison, je crois. Je veux dire, en revanche, il est vrai que la machine, ce qui est quand même la machine de guerre otanienne, qui aurait dû être démantelée après l'effondrement du mur de Berlin. Je veux dire, au lieu de ça, elle a été gardée en place. Donc, les ex-républiques soviétiques sont devenues autonomes, sont devenues des pays indépendants. La Russie a renoncé à l'empire soviétique, mais l'OTAN est restée en place. Et que fait une machine qui a perdu son objectif, parce que l'empire communiste ayant disparu, l'OTAN a perdu sa cible principale. Qu'a fait l'OTAN ? Mais elle a continué de faire considérer la Russie était l'ennemi principal. Et donc, elle s'est rapprochée de plus en plus, comme ça, etc. Et donc, ça alimente la paranoïa d'un dictateur. Je veux dire, Poutine est un abominable dictateur, mais c'est le problème des Russes, c'est pas le nôtre. Et à un moment donné, quand l'Ukraine a failli basculer dans le giron à la fois de l'Union européenne et de l'OTAN, il a réagi et il a déclaré la guerre. Et le vrai fauteur de guerre, c'est peut-être celui qui incite l'un à passer à l'action. Oui, pour moi, cette déclaration du Vatican sur le drapeau blanc est maladroite. On comprend ce que ça veut dire, mais c'est maladroit parce que le drapeau blanc, c'est le symbole de la reddition, de la défaite en race campagne. On n'en est pas encore là. Seulement, donc c'est maladroit. Chez nous, le drapeau blanc, c'est la honte. C'est la honte. Et donc, je comprends la réaction des Ukrainiens, mais derrière ce mot un peu maladroit du Vatican, il y a une réalité. La réalité, c'est celle que je pense que les églises transmettent au Vatican, la situation du pays et l'évolution de l'opinion en Ukraine. En tout cas, les catholiques ukrainiens font remonter des rapports au Vatican. Et ce que le Vatican sait, et ce que un certain nombre d'ailleurs de journalistes occidentaux observent sur le terrain depuis quelque temps, c'est vraiment cette grande fatigue de la population ukrainienne. Il y a des tensions très fortes au sein de l'appareil militaro-politique ukrainien sur la conduite de la guerre et peut-être aujourd'hui aussi sur la poursuite de la guerre. On arrive à un point de bascule qui est intéressant, c'est qu'il y a eu effectivement les échecs russes, l'échec de la reconquête ou de la contre-offensive ukrainienne, mais on voit bien que depuis maintenant plusieurs mois, les Russes ont recommencé à progresser. Et on arrive à un moment qui est favorable aux offensives terrestres, c'est le printemps et surtout l'été. Donc c'est là que ça va se jouer. Et oui, et là, la Russie va arriver sur cet été 2024 en position de force. Et aujourd'hui, les observateurs les plus indépendants disent attention, Odessa est maintenant une cible que l'armée russe pourrait atteindre. D'où peut-être aussi cet effort de Emmanuel Macron de mobiliser les Européens. Frédéric Pons, Yves Mamou, le grand débat. On se retrouve après les infos avec d'autres sujets. Merci beaucoup de nous écouter. L'application mobile aussi, Radio Notre-Dame, je le précise. Et dans un instant, Simon Tatro fera un point sur l'actualité.